le coucou. Bonjour. Tout le monde, on est sûrement pas sur la bonne cam, si on est sur la bonne cam, elle est là. Yes. Comment va tout le monde? On se retrouve. Qu'est-ce qu'on a lutté pour faire ce live? Salut Rizet, salut Madame Sel, bonjour les gens. Bonsoir tout le monde dans le chat. Story là sur Instagram pour dire aux gens, venez nous rejoindre sur la chaîne du collectif Le Réseau. Voilà. T'as pu la faire? Ouais, c'est bon. Je viens de le faire là. Et donc, la musique, ouais, faut enlever la musique. On en a parlé pendant longtemps et aujourd'hui on est de retour à Clermont. Il y a toujours la musique? Je pense, ouais. Effectivement, il y a toujours la musique. Il n'y a plus de musique. Voilà, petit problème, on a un casque pour... Salut Mimou, bienvenue. Bonjour tout le monde. Et donc, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans les bureaux du collectif aujourd'hui. On est loin, en fait. Pas si loin que ça. Pas si loin, mais le trajet, quand même, a été long. On a fait 9 heures de route. Hein. Ah ouais, non, 10. 10, je crois. Ah non, pour moi, c'était 9. Hein. Ouais, moi je crois que c'était 10. On a mis 10 heures pour venir alors qu'on met 5 ou 6, un truc maximum quoi. Ouais, maximum. Quand ça roule pas, et là ça roulait pas du tout. Donc oui, on est presque dans un autre pays techniquement. Amsterdam, c'est moins loin pour y aller sur le papier. Ouais, merci au blocage des autoroutes. Ça a bien marché. En tout cas, on a bien visité la France. On a bien tourné en rond. C'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Et donc, aujourd'hui, on est à Clermont-Ferrand. On est à Clermont-Ferrand depuis jeudi. Ouais. On a déjà vu quelques séances, pas beaucoup, parce que c'est compliqué. On retrouve les trucs de l'année dernière avec des queues interminables. Des queues interminables. Non, en vrai, on a un peu abusé parce qu'on est allé voir on est allé voir les séances où il y a le plus de monde le premier jour, le week-end. On voulait avoir une séance de films français. Les gens vont en général plus vers les séances de films français. On est allé voir une séance spéciale qui est les séances insoumises. On va en parler. Parce que cette année, c'est une année spéciale pour Clermont. Il n'y a pas de pays invité cette année. Pas de pays invité. Enfin, si, c'est l'Europe dans sa globalité. Et la thématique de cette année, c'est femmes... attends, j'ai pas le titre. Insoumise, portrait de femmes indociles. Voilà, c'est ça. Et donc, résultat, il y a plusieurs collections avec sous le label Insoumise. On va en reparler, mais vraiment, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était vraiment très bien. Mais c'est des séances spéciales. Résultat, c'était un peu compliqué. On a eu la chance de rentrer parce que la salle est immense et qu'on a fait la queue, mais 45 minutes avant. Mais sinon, voilà, c'est la même ambiance que l'année dernière. On a un peu moins il y a moins de séances que l'année dernière, mais toujours autant de gens. Donc ça veut dire autant de salles remplies. Voilà, on va devoir... là déjà, on va avoir une séance cet après-midi. Pour l'instant, on a eu une séance, 2 séances, je crois. On a 2 séances. Parce que la première qu'on va aller voir, on va aller voir Courtrajmé, qui est reçu... qui est l'école invitée cette année. Chaque année, voilà, il y a un pays invité, il y a aussi une école invitée. Et cette année, l'école, c'est Courtrajmé. Ouais. Et donc, pour aller voir Courtrajmé, c'est dans La Jetée. C'est une séance micro. La Jetée, c'est une petite salle. Et on sait très bien que quand il y a des séances spéciales à La Jetée, il faut y aller en avance. Donc, on va y aller avec une 3/4 d'heure d'avance. Quoi. Pas trop L'année dernière, on était allé à une séance films régionaux et on était allé peut-être bien 1 heure avant. Hein, et c'était déjà, on a failli pas rentrer. Complet. Et on a pu rentrer seulement parce qu'il y a une classe qui était juste devant nous. Qui s'est fait recaler. Comme ils étaient trop nombreux, ils les ont recalés. Et c'est comme ça qu'on a eu la place. Même en rentrant, ils ont sorti des chaises un peu partout. C'était blindé. C'était blindax. Donc voilà, cet après-midi, on est paré. Résultat, pour l'instant, on a vu... on n'a pas vu grand chose. On a vu la séance d'ouverture, bien sûr, qu'on ne loupe jamais. On a vu Insoumise 1 et je crois International 8. Voilà, on va vous en parler tout de suite, Kevin. On a vu aussi un film en VR. J'ai oublié. On a vu un film. Oh putain, oui, on a vu un film en VR. On va en parler très rapidement, mais on a vu un film en VR parce que on a loupé une séance, donc on s'est dit, allez, on va faire de la VR en attendant. On a 2 heures à attendre pour la prochaine séance. C'était particulier. Voilà. Donc, pour commencer, l'ouverture. Alors. Peut-être l'ouverture déjà. L'année dernière, on utilisait beaucoup l'application, mais l'application est un peu en berne. Il n'y a rien de mieux que le papier. Ça, c'est une valeur sûre. Voilà.
Ouais, l'ouverture, c'était pas mal. On a regardé pas mal de choses. Alors c'était un peu plus dans la retenue que l'année dernière, parce que l'année dernière on avait eu de la danse, on avait eu un peu plus de performances, que ce soit pour l'ouverture et la cérémonie. De l'année dernière. Oui, c'est vrai, mais résultat un peu plus dans la retenue et un peu plus électro. Le premier truc qu'on nous a proposé, le premier clip. Ouais, c'était un clip. Ouais. C'était un clip de Irène Dresel, c'était Rose Fluo. Kevin. Ouais, Irène Dresel qui est donc musicienne, qui a fait la musique de À plein temps, donc un film qui a été primé cette année et qui du coup est juré. Elle fait partie du jury Labo. C'est bien que ce soit écrit parce que j'étais plus très sûr de quel jury elle faisait partie, quoi. Et ça dure 7 minutes, ok, j'avais pas capté. Donc ouais, c'est un clip en animation où on suit le parcours d'une fleur, quoi. Je le résumerais comme ça, quoi. César de la meilleure musique, oui, tout à fait. Pourtant plein. C'est ça. Donc voilà, petit clip d'animation très électro d'une fleur qui va se balader à Pigalle et finir en soirée, faire soirée. Non, c'était sympa. Voilà. Pas grand chose à dire, c'est un petit clip animé. Mais du coup, ça, ah oui, c'était je crois qu'on l'a vu en avant-première. Je sais pas si le clip est sorti ou pas encore. Je pense que c'est une avant-première, ouais, peut-être. En tout cas, ils ont dit que genre il vient tout juste de sortir ou un truc comme ça, quoi, le clip. D'accord. Mais je pense qu'il doit être disponible sur les internets. Donc Irène Dresel, Rose Fluo, le clip. Et après, on a eu H24, 12h, le cri défendu de Charlotte Abramov. Donc H24, 12h, c'est une série, de ce que j'ai compris, une série Arte, en fait, c'est qui va ponctuer... Ouais, c'est en avant-première, elle vient de la terminer, le clip. Ouais, c'est ça. D'accord. La réalisatrice du clip, effectivement, était la Zélie Durand Khalifa. Donc Le Cri défendu, réalisé par Charlotte Abramov, que tout le monde connaît bien sûr. France 2021, c'est une fiction de 3 minutes. Et en fait, ça fait partie d'une série qui est produite par Arte, où je crois c'est 24 réalisatrices qui je crois pas que ce soit 24 réalisatrices, mais en tout cas, c'est 24 comédiennes. En tout cas, il y a 24 comédiennes, 24 histoires vraies. 24 écrivaines. Et je sais pas si c'est 24 réalisatrices, peut-être. Hein. Et en fait, c'est une thématique autour des violences sexistes que subissent les femmes au quotidien. Et donc, à chaque fois, c'est une manière différente d'aborder une histoire en particulier. Là, dans celui-là, on suit... Alors, je vais vous lire le résumé. Sur le parking du fast-food où elle travaille, elle voit un homme frapper violemment une femme. Elle s'interpose courageusement. Voilà, et donc on suit ce récit. Et ce récit a la particularité que l'actrice qui le narre crie de plus en plus dessus. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est assez impactant, assez violent, et ça marche vraiment bien. C'est un cri d'appel plus envers, je pense, on en parlait l'autre jour, plus envers les femmes que envers les hommes. Ouais, c'est un appel à la sororité, quoi. C'est ça, c'est un appel à la révolte. Elle dit plusieurs fois dans l'actrice, c'est Deborah Lucumina, qui est que je trouve on voit de plus en plus au cinéma. Elle avait tourné dans le film Entre les vagues. Mmh. Elle avait tourné aussi dans un film avec Depardieu que j'avais vu, j'ai oublié le titre, mais c'était pas mal. Et donc j'ai l'impression qu'on la voit de plus en plus. Et je viens de voir qu'il y a Alison Paradis aussi dans le. Donc j'imagine la sœur de Vanessa Paradis là, qui est actrice. Et du coup c'est une fiction assez courte, hein, c'est des épisodes de 3 minutes. Et ouais, c'est assez fort, c'est vraiment une performance d'acting, quasiment du monologue. Même du monologue d'ailleurs, non? Oui, c'est un monologue. On a vu 2 et c'est que des monologues à chaque fois. Genre. Et ouais, à chaque fois c'est écrit par, je sais plus par qui c'était écrit celui-là, mais à chaque fois c'est écrit par une autrice particulière. C'est peut-être écrit texte Justin. Je connais pas la personne. Mais l'autre c'était écrit par une autrice connue dont j'ai plus le nom, mais on va en reparler de toute façon. On va revoir ça, mais c'était très cool, H24. Ensuite, on a vu All Inclusive, formule tout compris de Corinna Schwingreberg-Lick.
Je suis désolé. Suisse 2018, documentaire de 10 minutes. Regard sur les divertissements de masse en pleine mer. C'est un film qu'on avait... Toi, tu l'avais déjà vu, toi? Je l'avais vu, il me semble, en 2019. Ouais, c'est un film de 2018. La première fois où on était venu, moi je ne l'ai pas vu parce que j'étais sous une pluie de smecta. Donc je l'ai redécouvert. Je l'ai découvert. C'est vraiment trop bien, All Inclusive. C'est des plans c'est un documentaire fait tout en plan fixe, pas de narration via une voix off ou des interviews. C'est juste des plans qui ont été filmés à bord d'un super paquebot, vraiment immense, énorme. Et c'est, je sais pas comment dire, c'est aussi une expérience une expérience visuelle qui joue beaucoup avec des cadrages très millimétrés, qui donne une sorte de vision fantasmagorique de la vie en paquebot, qui est en même temps à la fois fascinant et je trouve à la fois perturbant et effrayant en fait, de voir comment les gens se comportent d'une manière en tant que groupe, en tant que masse, dans ces paquebots qui sont l'équivalent de mettre plusieurs bâtiments ensemble flottant sur la mer. C'est assez effrayant, c'est assez... je sais pas trop quoi dire d'autre. Je trouve ça angoissant, et pour donner un aspect, parce que c'est vrai que les plans sont quand même très très léchés. Le tout premier plan, c'est on voit principalement du ciel. Les 3/4 de l'image, c'est du ciel, et on voit juste un petit toboggan. Enfin, on imagine que c'est un grand toboggan, mais on voit une partie d'un toboggan en bas à droite de l'image, et on voit en gros un vieux qui essaie de glisser sur le toboggan, puis qui a été arrêté et qui essaie comme ça de ramper pour aller pour continuer sa glissade. Et il y a tout le ridicule un peu qui nous fait rentrer dans le film. On voit les gens faire une séance de stretching ou de danse, je sais pas quoi, genre Véronique et David. C'est exactement ça. T'as tout le truc vraiment de divertissement, de gens qui essayent de bronzer, machin. Ouais, juste après le plan que j'ai décrit. Ça donne le vertige peut-être. Ouais, c'est ça, il y a une sensation assez... En plus, la caméra... La caméra a ce truc... on se demande comment ça a été filmé, parce que des fois, t'as l'impression d'être sur le toit du paquebot, mais que la caméra, elle a filmé encore plus haut que le toit, que le rooftop. Alors sûrement parce qu'il y a des balcons, mais parce que c'est vraiment... C'est des endroits avec des balcons surélevés par d'autres balcons, en escalier, en quinconce, et donc il y a cette possibilité de mettre la caméra un peu n'importe comment, et ça donne le vertige aussi bien dans le sens propre que dans le sens figuratif du terme, et c'est un peu effrayant. Moi vraiment, quand tu vois tous ces gens qui dansent en chorégraphie, qui sont 300 ou 400 et en même temps à danser sur le même truc, moi je suis en mode, mais comment tu prends plaisir à faire ce truc, à faire cette chorégraphie que tout le monde fait dans un truc où c'est du son et de la lumière ultra bruyante. Je veux dire, c'est pas comme en boîte, il y a vraiment un truc très... il y a un côté secte en fait qui ressort, un peu effrayant de ça, où tout le monde a l'air de s'accorder sur le fait que oui, on doit passer le même moment ensemble et tout. Ce qui donne une sorte d'usine à plaisir en fait ultra effrayante et un peu glauque. Et au final, c'est la bonne expression, usine à plaisir. Et au final, les plans les plus rassurants, c'est des plans où on va voir une ou deux personnes qui sont vraiment isolées, loin dans des coins un peu cachés, et t'es en mode... mais en fait, vraiment, c'est des mini-villes, en fait. C'est des mini-villes, mais avec cette notion de un peu sectaire, un peu hypnotisant et un peu effrayant. Ouais. C'est des villes où on fait tous les mêmes activités, on a tous les mêmes divertissements, et donc c'est assez angoissant pour ça. Ouais. Ça. Je sais pas si j'ai des trucs à te dire. Ouais, voilà, il y a une tyrolienne sur le bateau. Ouais. Voilà, c'est pour vous dire, il y a une tyrolienne qui traverse le bateau de long en large. Voilà, voilà, moi j'ai marqué qui s'amuse dans ça. Voilà, qui s'amuse là-dedans. Tu te demandes comment tu peux y trouver du plaisir. T'as envie d'essayer, mais en même temps c'est tellement effrayant
de finir comme ça, comme une sorte de plot un peu bizarre, imitant d'autres plots. Une réalisation qui n'essaie pas d'exagérer le côté effrayant, angoissant, tu vois. Il y a un montage son. T'es plongé dedans, en fait. Et il y a un montage son qui marche vraiment, où ça commence. Ils te mettent une musique, en fait, tu t'aperçois qu'après, la musique, c'est pas juste l'accompagnement d'une petite scène qui est tranquille. Non, ils sont en train de faire une teuf immense. On dirait un concert de K-pop, mais nul. C'est un peu effrayant. Enfin, bref. On va enchaîner, on va passer à Je m'appelle. Ouais, de Stéphane Elmadjian, donc un film français de 2001, une fiction documentaire de 16 minutes. Résumé, des portraits d'hommes victimes de différentes violences pour dénoncer la brutalité des sociétés occidentales du XXe siècle. Chacun raconte par bribes la dureté de sa condition. Ils sont d'âges divers, de nationalités variées, mais tous ont vécu la même histoire, celle de l'oppression. C'est un bon résumé, à quoi on peut ajouter que tous ces portraits-là qui se suivent sont des portraits de gens qui sont tous nés alors c'est une fiction documentaire, hein, mais donc on ne sait pas quel est le vrai du faux. Ils sont tous nés le 25 avril, donc... Ah, ils sont tous nés le 25 avril. Ouais, à chaque fois, je suis né le 25 avril, mais à chaque fois, c'est pas la même année. T'en as qui sont nés au début du XXe siècle, t'en as qui sont nés à la fin du XXe siècle. Effectivement. Et en fait, c'est la même voix off qui va te dire je suis machin, né le 25 avril de telle année, et voilà, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, et donc c'est... J'ai travaillé dans tel truc, je suis allé faire telle guerre, etc. Et en fait, t'as effectivement des conditions masculines de comment les gens vivent des oppressions diverses et variées, que ce qui les rapproche tous, même s'ils ont parfois, j'allais dire 100 ans d'écart, peut-être pas 100 ans, mais il y en a certains qui ont vécu au début du XXe siècle, d'autres à la fin, et ce qui les réunit, c'est d'avoir vécu de l'oppression, quoi. Plutôt intéressant, un peu pas clair au début parce qu'on est concentré sur un seul personnage en fait visuellement, et après on commence à comprendre avec des images d'archives, avec pas mal de choses. C'est assez expérimental comme sur la narration. Et donc on peut ne pas comprendre tout de suite. Moi j'ai un peu compris certaines choses, mais il y a vraiment des conflits que je ne connais pas, donc j'étais un peu perdu, mais c'est assez fort, c'est assez puissant, c'est simple dans sa mise en scène, mais ça marche énormément, et c'est porté par une voix off assez connue, qui est Théodore Atkin. Ouais, Théodore Atkin. Qui est une voix très profonde, très mélancolique, et ça accompagne vraiment bien le sujet. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Je trouvais que c'était un travail extraordinaire. Ça m'a beaucoup touché, ce film. Franchement, très fort. Oui, le texte était très bien écrit. C'était assez fort. D'après un texte de Enzo Corman, donc écrit par le réalisateur Stéphane Elmadjian et Jean-Rémy François. Et le texte était très bien écrit. Et donc ça traverse bien sûr aussi, comme il disait, des conflits. Je sais plus il y avait quoi comme conflit, mais notamment la guerre. Il y a eu la Révolution espagnole. Il y a eu les Irlandais. Le travail. Ouais, voilà. Et avec des images d'archives. Les violences policières. Vraiment, c'est plein de sujets assez variés, avec toujours ce point commun de l'oppression, quoi. Et ensuite, on va passer à Bitch, salope. C'est en sous-titré en traduction. On vous donne l'original puis la traduction. Donc Bitch de Lila Vanderberg, fiction états-unienne de 2006 de 15 minutes. Bitch est une fille antisociale qui met des raclés à plus d'un poseur, hippie et autres trous de cul. Elle se fout de tout le monde jusqu'au jour où elle rencontre Fucker, un bon gros bâtard aussi détestable qu'elle. C'est l'amour à la première raillerie. Ouais, raillerie, la raillerie c'est traduit surtout par un vol et un tabassage. Je sais pas si raillerie c'est le... Donc on suit Bitch. Ah oui, c'est donc Bitch. En fait, c'était pas très clair que c'était leur prénom, Bitch et Fucker. Ouais, non, c'est pas du tout clair en fait. Mais c'est juste que tout le monde l'appelle Bitch et tout le monde, et quand elle l'appelle Fucker.
Ouais. Donc c'est plus T'as il plus l'impression s'insulte. d'une insulte Ouais, que voilà, du nom, non, mais quoi. clairement c'est une insulte, mais ça a été pris au premier degré. C'était trop bien. Ça date de 2006, c'est vraiment c'est du noir et blanc en 4 tiers avec un montage très cut, très violent. Notamment au tout début c'est très calme, t'as la go qui est t'as la meuf qui est sur un banc, il y a un mec en roller artistique qui passe près d'elle, et puis à un moment elle lui fait un croche-patte, on cut, et ensuite on enchaîne sur des moments où genre elle voit un couple mignon ultra gnangnan, elle leur met elle les reprend, elle leur met des coups de boule, et c'est que des trucs comme ça où elle va interagir dans des gens qui sont passivement chiant, et faire ce que la petite voix dans notre tête nous dirait de faire, c'est-à-dire leur faire des croche-pattes. C'est pour préciser sur la première scène, c'est vraiment elle est assise tranquillement sur son banc. Il y a un mec en roller qui passe, qui la voit, Puis qui repasse. et qui veut faire le kéké, qui commence voilà. Et il fait à faire des figures, machin. Tu sens que c'est un peu c'est ça, il fait le kéké, et elle finit par lui faire un croche-patte. On a même un freeze frame avant d'avoir la chute totale, mais tu vois que la chute est bien engagée, quoi. Et ouais, ça te présente le personnage de elle, voilà, si tu lui pètes la tête, elle te tabasse, quoi. C'est purement ça, quoi. Elle va voir des trucs, des proto-hipsters où ils disent « Ouais, mais moi je ne préfère que le film un peu burlesque. » Elle les balaye. Elle va voir des auteurs un peu chiants qui se branlent façon Guillaume Musso elle les balaye. Et elle fait c'est que ça pendant 3-4 minutes. Non, même pas 2 minutes où c'est des plans situations de personnes un peu pompeuses ou chiantes, et elle arrive à les balayer. Et ensuite on reprend en fait dans la fiction où en fait elle travaille dans une boutique elle travaille chez un disquaire, et donc il y a Fucker qui débarque, il prend des CD, il s'enfuit, et elle commence à le poursuivre pour récupérer en fait ce qui a été volé. Et en fait en récupérant les CD, en se battant, elle s'aperçoit que c'est aussi un connard comme elle, et donc elle va se mettre à le stalker Parce qu'elle lui fait rends-moi les CD. Ou alors, invite-moi à dîner, un truc dans le genre, tu vois. C'est ça. Et tu peux garder les CD si tu oui, c'est vrai. sors avec moi. Tu vois. Et après, elle se met à le stalker jusqu'à chez lui. il lui dit nique ta mère, et il se barre. Et elle commence à le stocker, elle lui envoie un cœur de bœuf avec un couteau dedans. Le mec qui récupère le couteau, elle fait ouais, il aime bien mon couteau. Et vraiment, il le stocke sale, et puis elle le trouve. Je sais pas comment dire. Vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent Clerks, c'est vraiment l'ambiance un peu Clerks, mais un peu plus trashouille en fait. Ouais. Avec beaucoup de références. Donc c'est 2010, c'est très référencé. La Californie. C'est du rock californien des années 2000. C'est du rock californien, ça se passe en Californie. C'est vraiment très drôle, et il y a des trucs un peu méta, genre par exemple un mec qui est en train de chanter na 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 somehow, et il le chante ultra mal, et donc résultat tu la vois avoir cet amour un peu creepy avec cette chanson qui est devenue creepy parce que la personne est en train de chanter faux, et on s'aperçoit qu'en fait c'est un mec de la rue qui est en train de chanter dans la rue, et qui a balayé bien sûr qui a fini par balayer, et voilà, donc on va pas vous dire comment ça finit, mais c'était vraiment très bien, très cool. Je suis très curieux de savoir ce qu'a fait cette personne après. Ouais, moi je me suis demandé, t'as envie de voir plus de travail de cette réalisatrice, quoi. C'est trop bien. Il y a vraiment ce côté Clerks, vraiment le premier Clerks, même si alors, j'adore ce qu'il y a après, mais ce côté vraiment très on n'a pas d'argent. Ouais, clairement. On n'a pas d'argent, mais on a des idées folles. Pourtant, ils sont connectés direct sur la box. Ce n'est pas le Wi-Fi, c'est l'ordinateur qui a crash. Trop bizarre. Voilà. En fait, OBS, c'est fermé. Ouais, trop bizarre. C'est juste... voilà. Donc, on disait... je sais plus où on en était parce que... je crois qu'on avait fini Beach. Jean-Louis Murat. Ouais, vas-y, lis le résumé. Un de village Jean-Louis illuminé Murat. dans la nuit. Une route à travers la forêt serpentant dans les montagnes. Au pied d'une maison, un coin de trottoir nu, d'un gris vert sous l'éclairage de la rue. À sa droite, une rue transversale qui disparaît dans la pénombre.
Les personnages se figent en plein geste, tête levée, bouche ouverte, et l'histoire est interrompue. On est dans une maquette, on se balade dans une maquette, représentation d'une ville d'une ville de province, donc avec un peu de nature, un peu de béton, et donc vraiment maquette un peu les maquettes qu'on peut avoir sur les voitures, sur tout ce qui est maquette de train, donc des petits personnages, des petites maisons, tout ça, avec cette représentation de la ville, et donc on se balade à travers la ville. Alors moi, de ce que j'en ai pu, c'est un peu particulier parce que résultat, on a des bruits de la ville, on a des bruits de ce qui se passe, de ce qu'on voit, sauf que c'est des maquettes qui ne bougent pas, c'est pas du stop motion. Puis il y a l'air d'avoir un truc où il y a la nature qui reprend ses droits parce que les animaux reviennent il y a des animaux dans la ville, et puis ensuite il fait chaud et il y a tout qui fond. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai vécu. La nature revient et en fait, la planète brûle et résultat, il y a tout qui crame. Et résultat, on voit tout qui crame à la fin. Voilà, c'est très rapide. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai rien à ajouter. Je vois juste Jean-Luc Mérat nous a quitté le 25 mai 2023. Je savais pas. Voilà, c'est hommage. Encore, c'est un petit hommage. Nous, on est réceptif ou pas. Nous, je suis pas sûr de ce que j'ai compris. En vrai, le clip arrive entre deux films qui m'ont particulièrement marqué. Ce qui fait que le clip passe totalement à l'as pour moi. Non, oui. Et donc après, qu'est-ce qu'on a, Kevin ? On a terminé par Sestre, qui veut dire sœur, donc qui est un film de Kukla qui fait partie du jury international 2024. Et donc film slovène 2020, une fiction de 23 minutes. Petit résumé. 3 amis qui ont juré de rester vierges se battent régulièrement avec les gars du quartier. Quand les choses s'enveniment, c'est une femme en devenir qui va les tirer d'affaire. Ah, le résumé en dit peu. Effectivement, donc on est en Slovénie, plutôt quartier. Ce qui était assez particulier, c'est que le quartier, t'as l'impression que ça peut être un quartier en France, quoi. C'est vraiment les mêmes bâtiments, quasiment les mêmes manières de s'habiller, de se comporter. Et effectivement, du coup, on suit 3 amis qui sont des potes qui traînent toujours ensemble et qui à un moment, j'avais l'impression qu'elles étaient presque dans un espèce de fight club, quoi, parce qu'elles s'entraînent ensemble. Il y avait ce mood un peu... Le fait de s'entraîner ensemble et un aussi peu bizarre, un truc de règles. Il y a une dizaine de règles qui nous sont dites au cours du film. Règle numéro 1, c'est comme si tu fais pas ça, tu ne crois pas en l'amour, tu fais ceci, tu cela. Moi, j'avais pas capté qu'elle s'était jurée de rester vierge. J'avais plus l'impression que... C'était pas clair. Alors ça, ouais, non, je l'ai pas du tout, ça. Il y avait un truc elles sont amies, mais peut-être que certaines parmi elles sont lesbiennes, et du coup, les relations sont pas toujours très claires entre elles. Est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est un peu plus ? Il y en a notamment une en particulier qui est un peu une espèce de leader dedans, qui a une tête brûlée, parce que dans le film il y a un moment où il y a une autre fille qui fait pas partie de leur groupe qui se fait agresser par son mec, quoi, en gros. Une fille du quartier, ouais, juste défendre, et donc elle, la tête brûlée, elle va tout de suite au contact, quoi. Elle va se battre, et il y a son frère qui arrive qui dit papa a dit que t'arrêtes de faire la bagarre et tout, donc tu sens que voilà, elle est comme ça, c'est son caractère, quoi. Voilà. Donc assez fort, un film assez fort avec de très belles images et des personnages qui captent bien l'écran. Si je me souviens, c'était filmé en plus en 4/3, ce qui donne cette impression un peu d'enfermement, et qui se focus dès qu'on fait un gros plan vraiment sur les visages et les émotions. Mais voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est... on essaie de pas parler de la fin, parce que l'idée, c'est aussi de vous donner envie de voir le truc. Mais il y a un accident à la fin. Et c'est tout un message, en fait, sur... en fait, on suit des personnes qui essaient de se protéger, qui essaient d'être fortes, de se faire une armure d'émotion, une armure une armure contre la vie en tant que femme. Et
Et voilà, il va se passer des choses à la fin qui font que c'est un mur, alors qu'on les présente comme des personnages, des personnages au caractère en acier trempé, prêts à tout dans la vie, vont se retrouver en fait à comprendre que même si on est prêt, même si on se protège, même si on est forte, la vie c'est de la merde. Voilà pour résumer. Mais alors il y a l'intervention d'un personnage trans, d'une femme, d'une femme trans dans l'histoire, qui est très secondaire, mais qui montre aussi une autre vision de la féminité et du fait de ne pas être accepté par les autres facilement. Voilà, c'est très très cool. Il est notamment, alors, on l'a vu dans l'ouverture, mais si je me souviens, il est dispo. On le voit, il est dans une des collections Insoumises. Ouais. Si vous voulez le voir, voilà. Estrée, Sœur. Je sais pas si on a d'autres choses à dire. Non, mais c'est ça. C'est un film sur la sororité qui est très fort. Voilà. Très, très fort. Ensuite, next. Attends, j'ai un petit problème. Alors, donc dans les séances ensuite, sans rentrer dedans, on aura une séance insoumise. Donc, comme je disais, c'était le portrait, c'était la rétrospective thématique. Donc, insoumise, portrait de femmes indociles. Qui vont être des films avec des personnages féminins forts, souvent réalisés par des femmes. Je ne sais pas si exclusivement, mais je pense que c'est exclusivement réalisé par des femmes, ces films-là, et avec l'idée de... pas forcément d'être dans... En tout cas, dans ce que ça nous a été raconté par Laura de comment ça s'appelle de Tontel. Laura de Sauf qui peut le court-métrage qu'on a reçu dans Tout d'un cours. Bientôt vous aurez le replay de dispo, mais qui nous expliquait que l'idée c'est pas de rentrer dans des clichés même de femmes fortes, etc., mais par contre d'être dans l'indocilité, dans l'insoumission, d'avoir quelque chose de... Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ces séances-là insoumises. T'as à chaque fois des personnages forts un peu qui sortent du lot, quoi. Ouais. Qui sortent un peu des carcans. Je dirais ça comme ça. Ça. Et donc, on a commencé par Insoumise 1, qui était plutôt un très bon cru. Oui. Donc, la particularité des Insoumises, donc ces collections, c'est ce qu'on vous disait. Elle commence par un épisode de H24. Et donc là, on est sur H24-08, la série d'Arte dont on vous parlait, où c'est 24 histoires, 24 actrices, tout ça. Ah ouais, là c'est 8 heures, donc c'est... Et donc là, on est sur 10 cm au-dessus du sol. Vas-y, je te laisse... Alors, c'est un film réalisé par Nathalie Maduro et Valérie Urrea. Ça date de 2021. Fiction de 4 minutes, donc voilà, dans cette série d'Arte. Valérie Urrea, qui est d'ailleurs membre du jury cuir-métrage 2024. Résumé, quand elle accepte ce poste de réceptionniste, elle ignore qu'elle devra porter des talons hauts de 10 cm. Pour elle, pas question d'accepter les diktats de ce monde capitaliste sur son corps. Donc c'est Souheila Yacoub qui interprète, et il faut rappeler que donc là c'était un texte d'Alice Zeniter, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Donc l'autrice c'est Alice Zeniter, et donc toutes ces histoires là qui sont racontées dans cette série sont inspirées de faits réels. Il y a tout ce truc là avec des réalisations assez différentes aussi. Tout à fait. Là donc il y a une sorte de représentation un peu pas imagé directement, mais un peu particulier, où en fait on va suivre ce personnage qui va aller, qui raconte sa première journée de boulot, qui va aller se changer, donc on la voit se changer, et qui va en fait atterrir devant sa supérieure en réception, et sa supérieure qui commence à lui faire c'est quoi tes chaussures là? Elle a dit c'est des Derby. Très jolies chaussures. En fait, la supérieure commence à lui faire ouais, c'est pas possible et tout. Puis elle va chercher le patron et tout. Et elle est en train de dire ouais, mais c'est des Derby. Mais en fait, je peux pas porter de talons et je veux pas porter de talons en fait. Il dit ouais, mais ça serait bien que tu portes des talons. La boutique elle est là-bas et tout. Oui, mais je ne vais pas porter de talons. Je ne peux pas porter de talons. Je me fous de la cheville si je porte des talons.
Et donc on suit cette conversation m'a énervé en fait. Cette conversation moi m'a énervé. Je trouve vraiment c'est le sexisme dans les boîtes vraiment poussé à son apogée, et la majorité des boîtes qui se disent intègres en fait ont des micro-violences comme ça au continu, et c'est des trucs que j'ai vu moi-même dans certains tafs. FA, j'en vous vois. Dans certaines, non, c'est pas les boîtes directement, mais c'est vraiment l'ambiance en fait de certains employeurs qui sont un peu hardcore. Et donc ça finit par là on vous spoil parce que de toute façon ce qui est intéressant c'est comment c'est raconté et comment c'est montré. Et ça se finit en mode ça fait des menaces, soit tu vas mettre des talons, soit tu vas porter soit c'est la porte avec tes chaussures de merde. Et là, c'est des derbies. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est il y a tout le discours du patron vous savez, nos clients, voilà, ils veulent deux choses. Alors je sais plus c'est quoi la deuxième chose, mais ils veulent notamment l'assurance de trouver des réceptionnistes avec des talons, machin. Et voilà. Ils viennent pour deux choses. Des réceptionnistes en talons. Ouais. Et la deuxième, avoir des conseillers talentueux. Ah oui, c'était ça. Il y avait des réceptionnistes en talons, des conseillers talentueux. Oh, ouais. Ça m'énerve, j'ai envie de dire. Tu vois comment il y a une division sexuelle du travail et de comment en fait les talons qu'on oblige les femmes à porter, c'est aussi mettre en valeur les hommes qui sont là, etc. Enfin, s'il y a je sais pas, c'est très fort. Sur 4 minutes, en fait, t'as toute une description de la société et de ses travers, quoi. Je trouvais ça très très fort. Avec un truc très artistique, il y a des danseuses dans le court-métrage, donc ils vont porter des talons. Il y a tout un jeu sur le corps et tout qui est assez fort, assez bien fait, franchement. Ensuite, on est sur Fine. Qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce qu'une femme de Marine Axkjold. Excusez-moi si j'écorche encore. Norvège 2020, fiction de 14 minutes. Une discussion animée s'engage dans un vestiaire pour femmes lorsque quelqu'un demande à une femme transgenre de sortir. C'est un des meilleurs cours que j'ai vu pour l'instant, personnellement. Non, il y en a vraiment des biens aussi, mais vraiment, c'est pour l'instant, sur les peu qu'on a vus, c'est un de ceux qui m'ont le plus intéressé. Donc, tout est dans le synopsis. En fait, ça commence sur un plan où on voit des femmes de divers âges en train de se doucher et nues, sauf une. Et on comprend après que en fait, c'est parce qu'elle était transgenre. Donc elle a pas elle porte une sorte de maillot pour le bas alors qu'on est dans elle est en bikini, elle a retiré le haut mais pas totalement. Comme disait Kevin, c'est que en général dans les piscines en Norvège, les gens se douchent en fait entièrement nus au milieu d'autres gens nus. Et c'est la norme, quoi. Et donc, en fait, on est à ce plan où c'est un peu particulier, en plus avec une sorte de générique de fin, sauf que c'est le premier plan. Et puis ensuite, on arrive directement sur une engueulade où, en fait, il y a une supposée TERF qui est en mode oui, mais non, mais t'as rien à faire ici, t'es pas une vraie femme, nanani, nananer, casse-toi. En mode oui, vous savez, les femmes, quand elles vont se doucher, elles ont pas envie de voir un pénis, ça peut leur rappeler des mauvais souvenirs. Ouais, pensez aux femmes qui se sont fait agresser, quoi. Elles ont pas envie de voir un pénis dans cet endroit safe. Voilà, donc on va avoir, et donc c'est un huis clos de 12 minutes où on va avoir en fait cette femme trans qui va être le centre de sujet de conversation avec qui est accompagnée par une amie à elle, au premier abord, qui est en mode mais en quoi elle est pas une femme, et en plus vraiment elle est en mode oui, regarde, elle est plus féminine que moi, je vais pas l'envoyer là-bas, tu vois, je vais pas l'envoyer chez les vestiaires des hommes. En fait, tu te rends compte que tu l'envoies chez des potentiels agresseurs, et toi t'es en train de dire oui, il faut pas qu'elle reste là. Et donc en fait ça va débattre pendant 12 minutes sur tous les sujets de pourquoi qu'est-ce qui dérange et qu'est-ce qui dérange pas en fait dans le fait qu'une femme trans soit dans un vestiaire féminin, et c'est vraiment bien écrit, c'est un très bon débat et ça soulève des questions, ça apporte certaines réponses et ça n'en apporte pas dans certains cas, et c'est un sujet qui est assez complexe avec beaucoup de subtilité et qui arrive à être qui est vraiment
qui est vraiment expliqué de long en large, parce qu'en fait, bien sûr, il y a ces 3 personnages au début, mais petit à petit, des gens vont prendre parti pour l'un ou pour l'autre, des opinions, à force que la discussion continue dans le vestiaire. Et chacun apporte des visions, des questionnements sur qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que la sécurité pour une femme, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la résultante de tout ça, qu'est-ce que le patriarcat a à voir avec tout ça. C'est vraiment, c'est bien filmé, c'est bien rythmé, il y a des silences incroyablement bien timés. C'est vraiment très très cool. Moi j'ai vraiment adoré ce court-métrage. Je trouve la discussion est trop intéressante. Et ça ne finit pas vraiment avec une réponse. Et c'est une réalité. Et je trouve, c'est ce que disait Kevin, c'est une réalité en fait. Il n'y a pas de réponse exacte encore à certaines problématiques. Ouais, parce que c'est vraiment les débats actuels du féminisme. Et moi, il y a des choses avec le recul qui m'ont questionné. Au début, t'as le côté justement, elle est avec sa pote et tout, et c'est beaucoup sa pote qui prend parti, etc. Mais elle ne parle pas. Tu vois. Elle a peut-être 3 répliques à tout péter. C'est ça. Et du coup, au début, t'es en mode, bon, elle peut aussi parler, peut-être elle a des choses à dire et tout, mais finalement, la fin du film qui lui laisse le dernier mot. Je trouve justifie le fait qu'elle n'ait pas la parole tout le reste du truc, parce que ça donne plus de poids à sa parole finale. Et ouais, comme je te disais, je trouve que le court-métrage, il arrive à éviter certains pièges, parce que c'est un sujet complexe, etc. Il arrive touché et complexe. À vraiment rendre compte des positions des gens, de rendre compte de l'état du débat, tout en plutôt prenant parti. Tu sens que c'est un... Bien sûr, il y a un parti, mais il y a un parti pris. Qui est pas terf, quoi, tu vois, mais qui essaie de donner à voir ça analyse, en fait, ce débat, quoi. Ça analyse aussi un peu la parole terf, ça analyse un peu cet avis, ça essaie de le décortiquer à travers ça, en prenant en plus des trucs qu'on a entendus de la part de certaines TERF et qui en rappelleront à ceux qui connaissent un peu plus le combat des phrases assez choquantes, je trouve, mais ça le ridiculise pas non plus, mais ça soulève un questionnement quand même sur la légitimité de leur combat et de certaines reproches qu'on peut avoir. Voilà, donc c'était très bien. Bravo Marina Scott, c'était incroyable. On va passer à la suite. Egungun Mascarade d'Olive Nwosu. Nigeria, Royaume-Uni, 2021, fiction de 14 minutes. Le jour du rituel Egungun, Salewa rentre à Lagos pour enterrer sa mère. Durant la cérémonie, elle rencontre une connaissance qui l'oblige à faire face à de vieilles blessures. Ouais, alors c'est... Tout n'est pas forcément clair si t'as que ce résumé, parce que en fait, le rituel et le fait qu'elle doive enterrer sa mère, c'est 2 choses différentes. C'est un contexte, effectivement, ça commence où tu as une personne qui est tout costumée dans la rue, etc., avec 2 autres personnes qui sont en train de faire une espèce de performance, de danser et tout, et tu as quelqu'un qui est en voiture, qui est en mode... est-ce que vous pouvez dégager la route, là, je veux passer, machin, et les autres qui bloquent, machin, elle essaye un peu même de forcer en avançant un peu, avec la personne qui est totalement costumée, qui finit par se mettre vraiment sur la voiture en mode vas-y, je fais mon truc et tu vas attendre, quoi. Et t'as ce truc tout de suite de ces personnes qui sont en costume traditionnel, elle qui est en habit hyper classe, machin, qui est la meuf en mode vas-y, dégagez la route, là, j'ai mes choses à faire, j'ai pas votre temps, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est un personnage qui, du coup, a perdu sa mère, donc qui, elle, vit au Royaume-Uni et qui... en Angleterre, à Londres. Au pays pour l'enterrement. C'est une londonienne. Qui est totalement londonienne, quoi. Et c'est intéressant, parce qu'il y a ce truc un peu... Je vais le dire comme ça, même si c'est pas juste, mais de choc culturel un peu. Il y a ce truc de... Elle est... Même si elle a grandi au Nigeria, etc., aujourd'hui, c'est la londonienne, un peu classe, machin, tu vois. Et dans son retour au pays, il y a le deuil de sa mère, mais il y a aussi tout ce qu'elle a laissé derrière elle en quittant le Nigeria, quoi. Notamment
Une ex. Ouais, notamment une amourette d'enfance qu'elle va retrouver, avec qui elle va aller dans le village où elle habite, machin. Et j'ai trouvé le montage très fort. Parce qu'il y a beaucoup de moments où tu as un peu des silences, où tu vas focaliser sur des bruits d'ambiance, des choses, et qui parlent beaucoup aussi des non-dits, quoi, des choses que tu sens ce que la personne voudrait dire, mais ne peut pas là tout de suite. Tu sens des jeux de regard entre notamment ces deux personnages-là, que j'ai trouvé très très fort, très subtil. Ouais, c'était assez beau à regarder. Tout est dit implicitement. Il y a rien de. En fait, il y a beaucoup de. Tout ce qui se dit sur les personnages, rien n'est dit de manière frontale, tout est dit implicitement, notamment, moi je pensais à une scène du marché, il y a un moment au tout début où elle se balade dans le marché pour essayer de suivre son amie qu'elle a peut-être reconnue, et elle est en mode... genre les gens viennent juste lui proposer de quoi manger ou quoi, elle est en mode ça pue, les gens l'effraient alors parce qu'ils hurlent, parce qu'ils ils sont en mode un peu vendeur de marché, quoi, en mode ça hurle, ça crie, ça met des cochons devant les gens comme ça. Un peu snob, ouais. Elle est un peu snob et elle a ce côté, mais on revient pas dessus, c'est vraiment très vite, et c'est tout en crescendo, en fait, petit à petit, plus elle s'enfonce dans le marché, plus elle se sent agressée par le marché, ce qui fait que ça crée vraiment ce choc des cultures, et on n'en reparle pas, mais vraiment, on sent qu'il y a une vraie peur chez cette personne de ce qu'elle est en train de revivre et de revoir. Mais voilà, mais en plus il y a des très jolis plans, les couleurs, les talos, la composition est assez bien, et c'est très un peu, c'est un rythme un peu lent, mais c'est très c'est nécessaire en fait à ce que ça raconte. Donc voilà, c'était assez sympa. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Faut qu'on enchaîne. Donc on enchaîne avec Affairs of the Heart, l'art dans le sang, de Joanna Quinn, Royaume-Uni, Canada, 2021, fiction animée, 16 minutes. Beryl, employée à l'usine et obsédée par le dessin, cette fixation prend toute la place chez elle, à l'exception de son mari Ivor, qui est aussi son modèle. Toute la famille verse dans l'obsession. Son fils Colin est un geek féru de technologie, et sa sœur Beverly est une taxidermiste d'un narcissiste sans borne. Alors, on va pas en parler beaucoup de celui-là parce qu'on en a déjà parlé, je crois, dans une précédente édition. Pour moi, c'est la 3e fois que je le vois en fait au festival. C'est un court-métrage d'animation fait ça fait très crayon à papier et pastel sur du fond blanc, donc c'est très coloré avec sur un fond blanc où on suit en fait la vie de Beryl. En final, on commence en fait directement dans sa passion actuelle qui est le dessin et le fait que ça prenne beaucoup de place dans sa vie, pour remonter petit à petit à d'où vient cette passion depuis sa plus tendre enfance, et elle raconte sa vie avec une de ses meilleures amies qui a été horrible, qui faisait des traumas sur des animaux, qui les torturait, voilà, et des trucs comme ça. Ça finit avec des chiens empaillés soi-même. C'est un bordel burlesque et très drôle, très rythmé. Voilà, on en a parlé dans une autre VOD. Allez voir nos anciennes VOD, vous trouverez sûrement une critique, parce que on vous avouera que pour celui-là, on a un peu regardé ailleurs, parce qu'on l'a vu. Ça fait déjà 3-4 fois qu'on l'a vu, et voilà. Et on était voilà. Donc on n'a pas... voilà, on va enchaîner directement avec Sisters, Busy End, les petites mains de Yi-Shan Lee, Taïwan, 2020, fiction, 37 minutes. Il y a beaucoup de choses que les mains d'une femme peuvent faire, mais essuyer les larmes n'en fait pas partie. Bienvenue dans la boutique de noix d'Arek de Meng Meng, par 3 femmes qui offrent un réconfort aux habitants de cette ville balnéaire. La première chose, c'est qu'il va falloir qu'on essaie de reconstituer le film. Alors, ouais, parce qu'en fait, Affaire en retard, voilà. On a eu des petites absences. On a eu le début, mais on n'a pas ce qu'il y a entre le début et le milieu. Ouais. On était fatigués de fou. Ouais. Les 10 heures de trajet de la veille et le premier jour nous a éclaté. Et
résultat, on a eu des petites absences alors qu'on était à fond dans le film. Ouais. Donc on va essayer de vous dire. Bien. Donc ça commence en fait avec une embrouille à l'assurance. Il y en a une qui vient de perdre son mari et résultat, l'assurance elle est en mode ouais mais je vais tout faire pour que vous ayez l'argent, et elle commence à la remettre à l'envers petit à petit, et au final on pense que l'argent en fait, c'est plus pour l'assurance que pour eux. Ouais. Et eux, ils vont se retrouver, sauf qu'ils ont un petit commerce, ils ont une maison. Ils vont se retrouver, ils se retrouvent en fait à faire des glory halls Ouais. pour gagner de l'argent. En plus d'autres trucs, parce qu'ils font de la vente de Ils vendent cigarettes, des trucs, ils vendent des trucs. Et donc voilà, en fait, on suit trois femmes avec trois personnalités distinctes. Donc il y a. Alors, je crois il y a la mère et la fille, plus une de leurs amies. Plus une amie, ouais. Plus une de leurs amies. Donc, et trois personnalités. Donc, il y a la fille il y a une fille qui est très féminine, la mère qui est très masculine, si ce n'est qu'elle-même se demande si elle est vraiment une femme ou quoi. Il y a tout un questionnement sur ça. C'est très léger, mais très secondaire, même. C'est pas vraiment le sujet, mais c'est dans la personnalité. Et une autre qui est vraiment plus mère de famille, un peu plus normée. Elles sont toutes d'une certaine manière normées dans un style, en fait. Mais donc voilà, trois personnalités très différentes, trois façons d'aborder, de voir la vie différemment, mais liées par les mêmes problèmes, l'argent. Voilà, c'était très touchant, très drôle. Le montage est vraiment bien pensé et très dynamique. Et voilà, je veux dire, à un moment, nous en fait, on s'est un peu repris. On a surtout vu la deuxième partie du film, la deuxième grosse partie du film, où en fait, on a un peu émergé, où il y a le mec de la plus jeune qui débarque, qui dit ouais, j'ai vu ce que t'as fait derrière là, en parlant du Glory Hall. Sauf que nous, on était en mode, on n'a rien vu. Et je pense que le public a rien vu, parce qu'en fait, après, quand on révèle que c'est un Glory Hall, tout le monde s'est marré dans la salle. Ouais. Et le mec qui commence à lui prendre la tête, et fait ah, c'était bien à peine que je vienne. Et il lui balance une bague de fiançailles à la gueule. Et ils sont en mode, mais c'était une demande en mariage, ça, mon ref. Et un peu plus tard, on le revoit, vraiment trop bizarre leur relation. On le revoit et il commence à reprendre la tête à la plus jeune. Et il fait ah, de toute façon, ta mère, elle masturbe mieux que toi. C'est une honte. Et t'es en mode, sérieux, mon ref, t'es bizarre. C'est trop bizarre, mais intéressant. En fait, le truc, c'est un film de 37 minutes et tu comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans ce film. Je pense au personnage de l'amie qui, elle, est, si j'ai bien compris, elle aussi, elle maquille des macabées. Ouais, il y en a une qui maquille des cadavres, on a oublié de préciser ça. Il y a plusieurs fois dans le film où elle l'appelle, je pense que c'est son neveu ou sa nièce, en disant bah j'aimerais bien pouvoir venir, je sais que ton père veut pas, mais tranquille, je vais pas faire de problème, après tout c'est aussi ma mère, j'aimerais bien lui dire au revoir, etc. Donc sans que sa mère est décédée et qu'il y a eu des embrouilles de famille qui fait que voilà, elle n'a pas trop le droit de venir, mais elle veut quand même pouvoir dire au revoir à sa mère. Donc voilà, il y a aussi des autres histoires un peu personnelles à chacun. Je crois que la fille là qui le mec demande en mariage, j'ai l'impression qu'elle est aussi cam girl. À un moment, ouais, je crois qu'il y a un bail dans le genre. Ouais, ça a été de visio. Donc il y a plein de choses. Ça parle effectivement de féminité, de TDS, de la vie en fait. Et c'est vrai qu'on regrettait un peu de pas avoir pu suivre tout le film, parce que c'était vachement. Le peu qu'on a vu était vachement intéressant. C'était beau, c'était bien filmé et tout. En fait, il y a un truc très. On est des galériennes, mais on fait tout pour ne pas l'être et essayer de s'en sortir. Mais la vie nous fait que des galères. Il y a vraiment un truc genre essayer de se battre contre ses galères et contre son destin d'avoir tout le temps des problèmes d'argent, de lieu, de manger et tout ça, et même si elles se battent de ouf et qu'elles sont prêtes à tout, bah c'est quand même, la vie c'est quand même une galère quoi. Il y a un truc un peu triste, et ça se finit de manière un peu triste où les problèmes ne se sont pas résolus du tout. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est un peu beau. Autre chose ? On enchaîne avec Kleptomamie, traduit en Kleptomaman.
de Paula Beck, Allemagne 2017, fiction de 10 minutes. Ras-le-bol d'être une mère parfaite, Lucie a besoin de se défouler un peu. Au centre commercial, un agent de sécurité la prend la main dans la poussette. Une réflexion sur le mythe moderne de la super maman. C'était très cool. Alors, c'est une mémère. Une mémère. J'ai juste bégayé. C'est juste ça. Je voulais pas dire mémère. C'est une mère qui vole des trucs au supermarché. Elle se fait prendre. Elle mettait des trucs dans sa poussette. Donc le mec commence à sortir les trucs et elle dit ouais, pourquoi vous avez fait ça? Et puis elle commence à partir. En fait, même pas. Elle part vraiment. De mère, quoi. Elle part en monologue sur qu'est-ce que ces mères, qu'est-ce que les autres mères nous cachent, qu'est-ce que c'est la réalité d'avoir des fuites urinaires, d'avoir plus d'appétit sexuel, d'avoir son corps qu'on doit essayer de raffermir parce qu'il est plus comme avant, mais vraiment toute la réalité horrible d'être mère pour juste dégoûter le gars et essayer de s'enfuir. Hein. Vraiment, c'est que ça. Et donc, c'est entrecoupé de fausses pubs, d'images d'archives. Et en fait, eux, ils sont toujours dans la pièce en train d'essayer de justifier le fait qu'elle vole. Mais on part ailleurs, en fait, dans cette narration, dans son imaginaire, dans sa narration, dans elle, sa vie. Et c'est très rythmé, c'est très dur. Et en fait, petit à petit, le mec, il prend conscience, il prend conscience que c'est de plus en plus dur. Et on raconte la chute ou pas? Je sais pas. Non, on raconte pas la chute. Mais il y a une chute incroyable. C'est trop bien. Et voilà. Et en fait, sous couvert d'une petite comédie, ça parle beaucoup sur qu'est-ce que c'est la réalité pour une majeure partie des femmes. Alors bien sûr, elle évoque des problèmes très précis propres à ce personnage que toutes les femmes n'ont pas, mais ont des problèmes dans le même genre en fait après être devenue mère, tu vois. Donc voilà, et donc ça finit pour des bonnes raisons, ça finit avec le mec en mode je suis un monstre horrible. C'est ça, il est choqué de ce qu'il vient d'entendre. Il est choqué de ouf. Il est tellement sous le choc que après, elle se barre et elle n'oublie pas de prendre le vernis à ongles qu'elle a volé là. C'est Sexy Mommy. Sexy Mommy, ouais. Non, voilà. Très drôle, franchement efficace. C'est 10 minutes, on y va quoi, c'est trop bien. Voilà. Tiens. Ouais. Vas-y. Tu cherches lequel? Alors c'était pas celui-là. Ah non, c'était pas 8-8, c'était 9, merde. Je me suis fait avoir. On a regardé international. Tu veux pas qu'on regarde, qu'on parle du VR d'abord? Ah ouais, on peut parler du VR. Prenez de la drogue. Parce que VR, comme on a loupé une séance, on avait du temps à tuer. Et on s'est dit, soit on rentre à l'appart et on attend la prochaine séance. Et on s'est dit, ce qu'on peut faire, c'est regarder une séance VR parce que c'est sur inscription, etc. Et on est allé voir un peu au pif ce qu'il y avait de disponible. Et donc on est allé voir Immortel. J'ai pas retenu qui a réalisé ce film. Je sais même plus où c'est la VR. Je crois que c'est vers les débuts, non? Je sais plus. Je pense que c'est vers les débuts. Je garantis rien, je sais plus. J'avais trouvé hier. Ouais, regarde dans le. C'est peut-être pas vers le début, je sais plus. Donc Immortel, qui est une espèce de voyage psychédélique où on commence dans des espèces de veines. Non, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Je l'ai. Donc on a vu Immortel de Lynn Cacho Canada, fiction expérimentale de 13 minutes en VR. Un voyage cathartique et dynamique en 6D OF qui nous plonge dans l'esprit sensible et insaisissable d'une artiste doublée d'une battante dans cette œuvre immersive à l'interactivité légère, très légère. On navigue à travers une succession de scènes, de saisons et de sensations d'après une performance live de Lynn Cacho. Donc c'est elle-même qui s'est adaptée en VR sur sa performance. Ouais, donc effectivement, on commence par des espèces. Si on avait su le synopsis, soyons honnêtes, on n'y serait pas allé. Enfin, des espèces de vaisseaux sanguins qui font, on va dire, une espèce d'arbre, comme les racines d'un arbre. Moi, c'est vraiment.
qui vont se rejoindre dans un espèce d'arbre. Et puis la caméra recule et en fait tu vois l'arbre qui ressemble à un visage. Et puis ça va réavancer, machin. Au tout début, à ce moment-là, je me disais, parce que le truc est un prototype. Et je me disais, c'est dommage parce que, en fait, pendant toute une première partie du film, la majorité des trucs que tu as regardés, c'est tu regardes là. En fait, tu regardes sur ta droite. Et en fait, si tu regardes de l'autre côté, alors quand la caméra avance, tu vois les trucs défiler, mais sinon, il n'y a rien. Il y avait un manque d'interactivité à 360 degrés. Ouais. Mais sur le reste, ça allait. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'était très psyché, donc c'est de l'électro pendant 15 minutes. Ouais. Ça va, j'ai pas vu trop le temps passer en fait, en vrai. Franchement, ça se regarde. Donc on est dans des scènes, puis ensuite on est dans des veines, puis ensuite ça fait un visage comme il disait, puis ensuite on est au milieu d'un lac, puis ensuite on est au milieu de tours, et on voyage ensuite on est au milieu de volcans, puis on est au milieu d'un système stellaire où notre main est une planète qui fait des microplanètes et des microparticules, puis ensuite on arrive dans un truc où c'est un bâtiment qui explose où on peut toucher les éléments qui se sont détruits et derrière il y a d'autres bâtiments. Donc voilà, c'est un voyage très fantasmagorique dans un univers ultra psychédélique. Qu'est-ce que ça raconte? Franchement, j'en sais rien. J'ai envie de dire, il y a sûrement un truc, hein, il y a surtout un message, mais moi je ne l'ai pas vu, mais l'expérience était sympathique. Je pense que c'était pas l'expérience VR la plus adaptée, mais on y allait un peu à l'aveugle. Ouais. Mais l'autre choix qu'on avait, c'était un truc autour des regards d'Ukrainiens traumatisés par la guerre en VR. On n'était pas dans le mood. On n'était pas dans le mood, clairement. Mais pour celui-là non plus, on n'était pas dans le mood. Et j'en ai vu d'autres qui avaient l'air beaucoup plus gentils et plus fun. mais non, en vrai, c'était une vraie expérience. Et heureusement qu'on n'a pas eu le synopsis parce qu'on l'aurait pas vécu. Mais voilà, ça restait quand même une chouette expérience, très psyché. Du cinéma, parfois, il faut se lancer dans une expérience de visionnage, de projection, et c'est aussi ça qui est intéressant, quoi. L'expérience de la salle. On passe à la suite avec Enough Mang de Randa Ali, Égypte 2024, fiction 23 minutes. Lors d'un mois d'août très chaud au Caire, Nadia n'arrive pas à faire le deuil de son père avec qui elle était en froid, ni de son manguier. C'est la fin du résumé. C'est la fin du résumé. Oui, alors, ça, oui, son père est décédé. Elle a un père qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle a 7 ans. Maintenant, elle est adulte. Donc, ça commence dans un bureau administratif. Bureau administratif à propos des papiers de qui récupère quoi. Et ils apprennent qu'en fait, il avait un appartement auquel il allait plus parce qu'il était à l'étranger, mais il payait toujours le loyer. Et donc, c'est à elle que revienne la charge de cet appartement. Et donc, la fille va revenir à cet appartement qui est vide en fait, résultat, et retomber sur des vieilles lettres, des vieux trucs, des vieux papiers et tout. C'est très lent, c'est très très lent, mais la composition des images est incroyable, notamment surtout au début. Ça se perd un peu sur la fin, mais au début il y a beaucoup de jeux avec du hors-champ, du faux-champ. On encadre les visages et les personnages à travers des lucarnes dans des murs, dans des miroirs. Donc c'est des champs, c'est des visions indirectes des personnages. Il y a tout un jeu autour de ça qui petit à petit tourne vers des plans peut-être un peu plus larges, un peu plus avec un peu plus de respiration. Voilà, donc c'est assez lent, c'est assez mélancolique. C'est assez agréable à regarder, mais c'est peut-être un peu trop calme pour moi. Voilà. Ouais, c'est un truc, c'est un film sur le deuil, surtout d'un père avec qui elle n'était pas vraiment en contact, mais elle renoue un peu avec l'enfance qu'elle a eue avec, et ce truc du manguier, effectivement, donc ça commence même dans le taxi pour aller jusqu'à l'appart où un gars explique que avant il y avait beaucoup de mangues ici, vous savez, ici c'était des terres agricoles, maintenant il y a des bâtiments, etc. Ouais, puis avant il faisait moins chaud, on se mettait sous un murier. C'était mieux que la clim. Mais c'est vrai qu'il faisait pas le même chaleur. C'est ça.
Et donc ce manguier qui donne quasiment plus de mangue, ils vont quand même, parce qu'il y a son gars qui va aussi la rejoindre pour l'aider à prendre les affaires, ils vont finir par récolter un peu quelques mangues. Mais voilà, ce truc du temps qui passe et puis voilà, presque du souvenir qui s'efface. C'est sympa, mais voilà. Ensuite, Kazé met Lembro comme un souvenir de Miguel Lima et Dimitri Mihajovic. Portugal 2023, fiction animée de 9 minutes. Une femme s'abandonne dans la fugacité de ses souvenirs d'enfance et tente de reconstruire l'histoire de la maison où son grand-père a vécu. Voilà, c'est bien, on a compris enfin le film. C'était confus, hein. Moi, j'ai même pas compris qu'il y avait des souvenirs d'enfance déjà. Alors moi j'étais au final moi c'est ce que alors en fait on se souvenait plus du synopsis et sans le synopsis c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe parce qu'en fait c'est de l'animation avec de l'animation continue avec de la transformation où des portes vont devenir des rayons de lumière. C'est joué avec c'est beaucoup je pense de fusain et de sanguine pour une couleur. Donc c'est du noir et blanc, donc c'est des portes qui vont devenir des rayons de lumière, qui vont devenir des chemins, des couloirs, des fenêtres et se transformer avec un oiseau ou un personnage qui vont arriver. Et donc on se balade à travers ça, à travers des transformations qui redeviennent des scènes précises puis de nouveau imprécises avec en fond une voix off qu'on entend respirer difficilement puis quand le souvenir se précise plus de respiration et elle parle normalement. Ça a l'air de se balader avec des souvenirs d'une maison, d'un grand-père, d'un oiseau. C'est pas forcément clair. La personne a l'air aussi perdue que nous. Sauf que... Et donc, c'est pas clair. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait tout un bail autour de... toute une histoire autour de la mémoire, des souvenirs. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Tu sens que c'est différentes générations, différents âges qu'on traverse à travers la vision de la voix off pour raconter une histoire en fait où c'est pas clair en fait. Ça a l'air de parler d'une maison, ça a l'air de parler d'une relation avec un grand-père et c'est pas toujours clair. C'est très joli à regarder mais c'est pas toujours clair. Voilà. C'est juste au niveau de la narration, les éléments c'est très chouette à regarder mais vraiment au niveau de la narration c'est pas toujours clair de quel est le sujet, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut nous raconter. Ça a l'air de nous raconter que le grand-père avait construit une maison sur un terrain qui n'était pas à lui, mais il l'avait fait lui-même. Et un jour, on est venu lui tomber dessus. Les gens ont détruit la maison et ils ont dû partir. Et voilà, fin, c'est tout. Okay, parce que moi, je pensais avoir compris parce qu'ils allaient être expulsés. Il y a un moment, le grand-père il dit comment ça, c'est pas ma maison, c'est moi qui l'ai construite, machin. Et moi, j'avais compris que c'était lui qui mettait le feu à la maison. C'était un peu en mode. Peut-être je me trompe. Hein. Ah oui, d'où tuer ou être si tué. Je pas, vas-y, je brûle tout. Quoi. Mais effectivement, c'est assez confus. Effectivement, il y a tout un travail de transition, etc. L'animation, je le trouve vraiment extraordinaire, le travail qu'ils ont fait. Mais sur la narration, en fait, on a trop peu d'éléments. C'est donné par bribes. Un peu, ouais. Et, du coup, c'est difficile à comprendre. Ouais, un petit peu. Mais voilà, très, très chouette animation, même si... En vrai, nous, on se prend la tête à essayer de comprendre, mais sinon, ça reste une balade assez agréable à regarder. Vraiment, l'animation est vraiment très quali, avec ce noir et blanc un peu effacé grâce au fusain, et ça rend plutôt bien. On passe à la suite avec, parce qu'il est bientôt 14h, Un corazón más, on a commencé tard, Un corazón más contundente, un cœur solide en français, de Martin Benchimol, États-Unis, Royaume-Uni, Argentine. 2023, documentaire de 12 minutes. Des échanges avec des employés d'abattoirs en Argentine dans une matière à explorer les sujets de la paternité, des liens du sang et de la masculinité. Le réalisateur est lui-même le fils d'un employé d'abattoir. C'est un bon résumé. C'est un très bon résumé, tout est dit. Ce qu'il y a à préciser, c'est que résultat, c'est des interviews et des portraits de plusieurs personnes qui travaillent en abattoir, tournés dans l'abattoir dans un fond studio que le mec a apporté. Donc résultat, c'est un fond studio, un fond photo très propre avec eux qui arrivent en tablier blanc couvert de sang, ensanglantés.
C'est vraiment c'est un concept qui marche vraiment bien et ça crée vraiment un contraste entre la propreté et la pureté du lieu avec ces personnages impurs, ensanglantés. Et ce que ça raconte, bah, voilà, comme dans le synopsis, ça raconte pourquoi en fait le narrateur, tu sens qu'il y a lui, il savait, son père était employé d'abattoir. Son père ne lui racontait pas, il le dit, il racontait pas ce qui se passait là-bas. Et lui, il est curieux, il a envie donc il est allé demander directement à d'employés d'abattoir pour en faire un documentaire et savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Et donc on a plusieurs profils et c'est assez touchant et drôle et effrayant parce qu'on a le profil qui est beaucoup trop froid et pragmatique. Pour une boucherie qui est un peu effrayant, on pense qu'il tue des gens. Ça, c'est mon avis personnel. Celui qui est en mode... qui a totalement honte de ça, en fait, mais qui fait ça pour vivre et qui l'assume pas vraiment. Le profil où l'autre il dit « Bon, ouais, je fais ça pour mes enfants, mais sinon ça va. » Voilà, vraiment des profils et des visions de voir le travail dans un abattoir très différentes et c'est assez intéressant, c'est très touchant et c'est un concept très fort. On parle bien sûr, et donc voilà, comme il disait, explorer les concepts de la paternité, des liens du sang et de la masculinité à travers ces questions, à travers ces interviews. Et il y a vraiment tous les personnages sont très touchants et ont tous des visions très différentes, quoi. Je trouve que c'est effectivement assez touchant. Il y a un personnage à un moment qui raconte sa vie, qui parle du lien aussi à son propre père. Je me souviens que le réalisateur lui demande un truc du genre ouais, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas lui avoir parlé, un truc comme ça, tu vois. Est-ce que tu avais des choses à lui dire, machin. Oui, on est vraiment dans la vie de ces gens et ça raconte qu'est-ce qu'ils doivent presque éteindre de leur sensibilité pour faire leur travail, quoi. Il y a ce truc-là qui est assez touchant. Et même au début, et je crois que c'est le gars, parce que quand même, bah, il y a cette phase qui t'a marqué, le gars qui arrive avec son gros couteau, il y en a qui t'explique comment il faut faire pour retirer le cœur. Donc il est là, je mets la main dans la gorge, j'ouvre les trucs et tout, et vraiment il fait ça en mode très détaillé, trop détaillé. Et à la fin, il dit j'aime bien ensuite prendre le cœur, le couper dans la longueur et l'ouvrir comme ça, comme un cahier. Comme Gualdo. Et je sais plus si... Et t'es en mode, ah ouais, toi, je ne vais pas passer de soirée avec toi. C'est lui, mais il y en a un en tout cas qui commence par raconter, oui, tu fais une incision là, machin, ouais, mais tu vois que quand même il y a une identification par rapport à cet animal, voilà quelle partie du corps humain ce serait, quoi. Ce serait là, machin. Il y a ce truc-là du rapport de l'homme à l'animal avec l'autre qui explique que bah, parfois les animaux, ils sentent un peu et ils essayent de partir parce qu'ils sentent qu'ils sont envoyés littéralement à l'abattoir et ils sentent l'odeur du sang dans l'eau et ils te lancent des regards. Tu vois, un peu de frérot, aide-moi là. Aide-moi. De ce pétrin, quoi. Tu vois. Vraiment, il y en a un, il est ultra touchant. Mais... C'est touchant de ouf. C'est très bien fait. C'est fort. Voilà. C'est très cool court-métrage. C'est simple, mais c'est vraiment du bon documentaire, quoi. Un qui m'a bien marqué pour l'instant aussi. On passe à la suite avec Bury the Dogs, traduit en français par L'Emprise. Ça change beaucoup de choses, ce titre. C'est très intéressant. Ouais. Réalisé par Beth Rowland, Royaume-Uni, 2023, fiction de 13 minutes. Un drame initiatique qui traite des fêlures qui se créent dans les amitiés de l'enfance, de la vulnérabilité de la jeunesse et de la fragilité des figures parentales. C'est pas mal à raconter. Oui, c'est vrai. Donc on va suivre deux personnages en fait qui doivent aller à une sorte de réunion de fachos anglais. Ouais. Et en fait c'est deux personnages.
c'est un. Non, attendez, je pose ça parce que j'en ai marre de tenir ça. Donc c'est un homme et une femme et t'as l'homme en fait. Donc on les voit acheter des clopes et ils parlent ensemble. Ils ont l'air de bien s'amuser et tout. L'autre il commence à lui dire ouais mais Tosh il a fait ci nanana Tosh. Ouais, il a que Tosh à la bouche quoi. Il est vraiment admiratif. Il est admiratif de ce gars et il dit ouais viens et tout comme ça tu pourras rencontrer Tosh et tout et il lui dit par contre lui dis pas sa femme est partie avec un étranger il dit oui mais tu sais c'est les et il commence c'est vraiment c'est tout un crescendo de racisme. Tu sens un peu le positionnement du tu gars. sens le gars il dit ouais mais tu vois genre parce qu'ils sont allés dans une épicerie et donc c'est un Pakistanais qui tient l'épicerie et il dit ouais ces gens là et tout t'es en mode pardon mon gars. Et donc elle est en mode comment ça ces gens là qu'elle qui est pas du tout sur ce genre de truc et lui il dit ouais mais c'est parce que sa femme elle est partie avec machin et tout. Et quel rapport en fait c'est pas voilà mais en même temps c'est des pédos tu vois pour eux. Ouais c'est ça des pédos, il dit non mais culturellement voilà c'est dans leur culture. Et comment ça c'est dans leur culture mon rêve donc voilà tu vois genre il appente tu vois vers le fascisme anglais et donc ils vont pour rencontrer ils vont à cette rencontre donc c'est un groupe de 4-5 boomers ultra cringe et qui commence donc il va avec sa pote qui l'a convaincu de venir et sa pote il commence à lui dire hey le mec il commence à lui faire trésor bah alors elle est mignonne celle-là vas-y ferme ta gueule vraiment il m'a saoulé et en fait ça va être que des micro-agressions comme ça très rabaissantes envers sa pote qui va et ça va être comme ça crescendo de plus en plus jusqu'à temps que sa pote a craque en fait et elle lui dise bah c'est peut-être des pédophiles je sais plus comment elle dit mais ouais mais s'ils étaient que des pédophiles peut-être qu'ils se barraient en tout cas celui qui s'est barré avec ta femme il a pas l'air de l'être tu vois. Genre parce que vraiment il lui balance que des trucs en mode je crois avant il lui disait un truc en mode genre tu devrais sourire ça te ferait du bien de sourire j'en connaissais une comme ça il y a que Oli qui a sourié voilà que ça que vraiment les gros boomers lourds trop relous et donc elle lui dit ta femme elle est partie avec qui déjà tu vois genre vraiment et en fait vas-y dis la suite si tu veux dire la suite. Bah alors c'est très bien fait tout ce truc là est très bien fait je trouve qu'ils en font pas trop sur ces fachos quoi tu vois ils sont c'est pas trop cliché en fait c'est ça ils sont très réalistes on n'est pas dans les clichés c'est vraiment tout en subtilité mais clairement ils ont des problèmes tu vois. Et c'est vrai que par la suite, alors au début, le gars fait genre, il prend le truc à la rigolade. Ouais. Il renvoie machin et tout. Et il finit par casser une bouteille sur le crâne de son pote là. Et tiens, tu voulais ton initiation voilà, ça, peut-être c'est ton de initiation bite. ça. Voilà, et après il se barre vite fait. Et l'autre il est en stress, là on dit ah putain mais pourquoi t'as dit ça non mais vas-y. Il commence à prendre tu vas t'excuser de toute façon, tu vas t'excuser. Ah si tu vas t'excuser. Et quand il chope sa pote et tout, et là sa pote elle lui met à moitié un coup et puis elle fait non je me barre, nique ta mère. Et il était en mode non tu restes et tout, mais elle s'est barrée sa pote. Ouais. C'est bon c'est fini. En fait, t'es matrixé, mon ref. Et il reste, et donc, en fait, il vient de perdre sa pote, mais par contre, il a gagné un paire de substitution incroyable. Raciste, as fuck, en plus, ça vient dans des trucs un peu complotistes de ouf et tout. Oh, c'est une dinguerie et tout. Et c'est ultra intéressant de voir, en fait, comment tu tombes dans le fascisme juste parce que tu as un besoin de reconnaissance, parce que tu as des problèmes de daddy issue. Avec sa daronne, ça se passe mal. Ouais, voilà, sa daronne, il y a tout un délire avec sa mère qui a l'air d'avoir des grains. On ne dit pas quoi, mais c'est expliqué que c'est un problème, tu vois, que sa mère est folle. Mais pas un problème qu'on peut régler, mais que c'est les étrangers qui vont peut-être non mais ta gueule, voilà. Et donc vraiment c'est tout en subtilité, tout en crescendo, c'est ultra intéressant. Et t'en sors là et t'es en mode t'es vraiment mon gars,
Toi, à la fin, tu laisses ta pote se barrer pour traîner avec des vieux racistes. Ok. C'est assez juste psychologiquement. Hein. Beaucoup, Mmh. en fait, dans le fascisme, vont trouver ils vont satisfaire un besoin d'appartenance, quoi. Tu vois, tu fais partie du groupe, machin, et de désigner l'ennemi, l'autre. En fait, si les autres c'est le mal, ça veut dire que toi t'es bien et tu fais partie du nous, quoi. Mmh. Et c'est assez fort pour ça. Et il y avait ce truc aussi tu vois vraiment toute l'admiration qu'il a pour ce gars et comment c'est un truc qui me fait toujours marrer de comment tous ces mecs qui jouent les virils, machin, de ouais, moi je suis un bonhomme, machin, en fait, ont extrêmement besoin de l'avis des autres hommes pour de fou. en tant qu'homme, quoi. Mais ouais, ça va, on se kiffe. Hein. Nous, on n'a pas besoin de la vie des autres. Hein. Ouais, on s'en bat les couilles. On est bien, on s'en bat les couilles. Déjà, est-ce qu'on se considère homme? On n'en est pas sûr nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, la suite. Donc, voilà, très cool très cool comme cours. Ah oui, on s'est dit, putain, on dirait un facho sur l'image. Ah ouais, non mais... Et c'était le cas. C'était le cas. Parce qu'il y a le... Comment ils disent l'Union... le Red... Union Jack, ouais. L'Union Jack en gros plan flou et un vieux qui embrasse un crâne rasé avec vraiment l'ambiance skinhead en t-shirt blanc, crâne rasé à l'anglaise. Ouais. Donc voilà. Ensuite, Mother, mère de Solomon Lightning, Ukraine, États-Unis, Canada, 2023, fiction de 20 minutes. Vitali Ivanov, un mineur vivant à la frontière ukraino-russe, trouve un téléphone qui sonne dans son jardin. Ce n'est malheureusement pas sa seule découverte. Un récit inspiré par la véritable histoire des mineurs de Rosipne en Ukraine, qui ont passé au peigne fin les champs dans la région de Donetsk pour retrouver les corps des victimes du crash du vol MH17. Pardon. Un événement qui portait en lui les germes de la guerre actuelle. Voilà. Ouais, c'est un bon résumé. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça te parle un peu de la lourdeur de la guerre, quoi. Ce côté-là, j'ai trouvé ça assez intéressant. Maintenant, ce qui est particulier, c'est que en fait, tout le film repose sur le traumatisme de ce personnage, mais tu sais pas tout de suite de quoi il est traumatisé. Alors, tu t'entends beaucoup, ça commence par des voix off avec des officiers séparatistes, une discussion entre un soldat et un sergent, ou caporal, je sais plus. Et le truc de, alors où sont les débris? Ils sont tombés dans les jardins, machin, t'as un peu cette info-là. Et donc, tu comprends qu'il y a quelque chose qui est tombé dans leur jardin. Mais c'est très compliqué de voir... Parce que ce que tu vois principalement, c'est à quel point ce gars-là est traumatisé, quoi. Mmh. Et presque à la fin, quand tu comprends qu'il est traumatisé, parce que il fait partie de ces mineurs-là, parce que tu le vois dans son travail de mineur et son groupe qui va être à un moment mobilisé, où ils disent « Ouais, mais c'est pas notre taf, ça devrait être aux soldats de faire ça et tout. Oui, mais les soldats, ils sont occupés ailleurs et tout. » Et donc, tu comprends qu'ils vont effectivement... aller voir les débris, et du coup donc c'est les débris d'un avion qui s'est crashé qui s'est crashé en Ukraine, et s'ils trouvent des débris, ils trouvent aussi des corps. Il y a aussi des corps, ouais. Et c'est là que vient le traumatisme, mais du coup, vu que tout ça en fond, tu penses forcément à la guerre en Ukraine, tu te dis mais attends, entre guillemets, c'est ça qui te traumatise, alors que c'est la guerre, quoi, tu vois. Ah ouais, mais ça se passe en 2014. Oui, non, mais ça se passe avant, bien sûr. Mais moi, je vois ça en 2024, et du coup, je pense beaucoup à la guerre, parce que ça commence en disant les séparatistes, machin, et c'est en Ukraine et tout. Et du coup, forcément, moi, je pensais tout le temps au traumatisme de guerre, d'autant plus qu'il parle des soldats et tout. Et en fait, c'est un autre traumatisme qui, en vrai, est légitime. C'est juste que, vu qu'on insiste beaucoup dessus et que le contexte historique actuel, c'est la guerre, tu dis presque... Enfin, moi, je me suis dit, en tout cas, ah ouais, c'est que ça qui te traumatise, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Il y a une ambiance très lourde. Très mélancolique, très concentrée sur un seul personnage. Voilà, j'ai pas spécialement... j'ai eu du mal à rentrer dedans et à m'impliquer émotionnellement pour ma part.
Je trouvais que le personnage était pas assez développé et j'arrivais pas à identifier en fait assez facilement ses vrais sentiments et sa personnalité, ce genre de choses. Alors qu'on a vu d'autres courts-métrages où justement les personnalités sont très vite marquées et très vite lisibles, alors que là vraiment j'ai eu du mal à... Mais sinon le film était très beau à regarder. Juste ça, le personnage qui manquait un peu de substance pour pouvoir me projeter dans ce qu'il pouvait ressentir. Voilà. Bah, pour moi, c'est juste qu'ils ont trop insisté parce qu'il y a quand même un moment où il y a une interview du couple. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oui, alors, c'est vrai. vous pouvez nous raconter, vous êtes choqués et tout. Enfin, après, c'est aussi le résumé dit, ça préfigure un peu la guerre. C'est aussi, ça parle aussi de l'Ukraine après qu'il y a eu l'annexion là dans Donetsk et avant la guerre. Ça parle aussi d'une période particulière quoi de l'Ukraine. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de rentrer dedans parce que ce personnage-là, il est inaccessible. Tu vois juste un mec traumatisé, quoi. Mais tu sais pas de quoi, pourquoi, comment. Voilà. Et on finit par Cross My Heart and Hope to Die, Croix de bois, Croix de fer en français de Sam Manaska, Philippines 2023, fiction 17 minutes. Mila rencontre des difficultés car elle n'a pas toujours été payée par son employeur. Les appels réguliers d'un prétendant qui ne la laisse pas insensible sont pour elle une source de réconfort, mais la promesse d'un espoir pourrait aussi se changer en drame ponctué de chansons tristes. Ouais, c'est vrai. Ça commence quand même sur un plan de cette femme qui cherche à se suicider. Qui essaie de se suicider, un sac en plastique sur la tête. Le premier plan était très très fort. Elle se met un sac plastique sur la tête, elle essaie de se suicider. Et il y a un gars qui monte donc à l'étage où elle est. Et qui fait c'est ouvert, machin et tout. Donc, il est là le patron. Elle retire le sac en... ah oui, non, il est à l'étage en dessous, dans son bureau, machin. Et tu vois, elle est gênée, il dit ça va madame Ouais, ça va. Et il insiste de ouf, tu vois. Vraiment, je peux descendre là vraiment. Oui. Donc ouais, très intéressant comme... Et c'est un long plan fixe en séquence et en fait le film est que ponctué de ça. Tout se passe... alors vite fait, on a ce plan à l'étage, mais tout le film en fait se passe au rez-de-chaussée dans une sorte de boutique ou bureau, rien n'est clair. C'est pas clair. Boutique ou bureau, c'est que des plans larges, mais donc avec dans ce décor qui est très chargé, très vivant, avec des papiers, des figurines, des meubles et tout. Mais tous les meubles ont des contrastes, des textures qui rendent tout très chargé. Et c'est des plans fixes très longs pour chaque plan fixe. En fait, c'est une scène, c'est un truc qui est en train de se passer. Il y a quasiment pas d'enchaînement entre deux plans pour une même scène. C'est quasiment que un plan égale une scène et toujours dans le même lieu où en fait on va avoir ces personnages qui évoluent, mais surtout cet personnage qui va se faire où il y a quelqu'un qui l'appelle pour savoir si le patron il est là. Le patron il a l'air d'être jamais là, et en même temps cette personne la drague un peu et voilà. Et donc voilà. Et je sais pas si je peux parler encore de la fin, mais il s'avère que il va se passer quelque chose à la fin, parce qu'il y a un twist quand même, et un twist en mode ah ouais d'accord. Donc je vais pas trop en parler. Est-ce que le patron est là? Est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble? Il y a toujours un peu les deux dans l'appel qui fait que le personnage lui-même me dit mais... Enfin, est-ce que tu veux voir moi ou tu veux voir mon patron? Enfin, et c'est pas clair non plus en fait. Et c'est pas clair pour elle, c'est pas clair pour nous. Ouais. Et mais pour les autres aux alentours qui sont au courant de ces coups de fil, tout le monde est en mode mais si, il te kiffe et tout. Et en même temps, tu vois, il y a tout un mystère qui plane sur qu'est-ce que c'est leur boulot, parce que en plus, à fond des heures sup, on apprend qu'elles sont pas payées. C'est genre, disait ouais, mais le mois dernier vous avez pas voulu me payer en me disant qu'on allait me payer le mois prochain, et là vous me payez pas ce mois, mais en plus vous me payez pas le mois dernier et tout. Il y a des trucs comme ça et c'est pas clair. Je sais pas ce qu'ils font. On dirait de la compta qui font de la compta. On dirait que c'est un truc de compta et qu'il y a des problèmes de compta et c'est pas clair. Mais c'est pas le sujet. C'est juste, c'est du tableau sur tableau et l'histoire est pas incroyable, mais il y a un truc fascinant dans ce décor qui est un peu vivant
et dans ces personnages et dans ce dont on n'arrive pas à identifier le boulot. Et au final, il y a des choses qu'on comprend à la fin. Et ça se finit sur un plan avec je dis pas ce qui se passe, mais ça finit sur des pleurs et de la musique pour essayer de couvrir les pleurs. Et c'est ultra gênant. Et c'est en mode toujours ce truc de on va faire avec. Il s'est passé, voilà. Sans essayer de dire, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé. C'était un peu hors du temps au niveau comme court-métrage, je trouvais. Moi ça m'a un peu perdu là. Il y a plein de trucs, mais c'était pas mal. Je pense que c'est vraiment le genre de cours qui doit se revoir plusieurs fois, parce qu'à mon avis il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les décors, mais les décors sont tellement chargés que tu ne sais pas où regarder en fait, parce qu'il y a trop de trucs à regarder entre les petites statues de Bouddha, de chats, les comptas, les ordis qui ont l'air vieux mais c'est un écran qui a l'air neuf. Enfin c'est plein de, ça a l'air de raconter beaucoup de choses par le visuel, et ça demanderait un autre visionnage. Voilà. On a fini. Ouais. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On finit un peu tard, nous on va finir manger. Je ne vous envoie pas en raid chez quelqu'un parce que j'ai pas de souris là, j'ai la flemme et tout ça. J'espère que ce premier débrief vous aura plu. Nous on se donne rendez-vous demain matin à 10h30. On sera dans un nouveau lieu avec une nouvelle collection. On espère que ça se passera bien, et si ça se passe pas, on reviendra ici, mais voilà. C'est ce premier stream, pas d'invité aujourd'hui, pas d'invité demain, on aura des invités dans la semaine, mais voilà, pour l'instant en plus on n'a pas eu la chance de pouvoir regarder des séances en français de films francophones, ce qui fait que c'est toujours, mais on va faire ça aujourd'hui, c'est ce qu'on est, et demain, voilà. Et donc premier invité peut-être mardi. Sur ce, nous on vous fait on vous dit à plus tard. À plus, bonne journée, regardez des films. Nous, on est là tous les matins, toute la semaine là, sur cette chaîne. Abonnez-vous. Ciao. Et voilà, c'est pas le bon bouton. Ciao, ciao, ciao. How do I deal